Est-ce que tu t'es déjà senti serré? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà senti à une urgence près que tout ton plan financier se débalance? Est-ce que tu as de l'argent de côté pour les urgences? Est-ce que tu as déjà entendu parler du fonds d'urgence, mais tu t'es dit, ah, c'est pas pour moi ça, le fonds d'urgence, c'est de l'argent qui dort, ça fait pas de profit, j'ai pas besoin de ça, moi, un fonds d'urgence. Bien, aujourd'hui, je vais essayer de te convaincre du contraire. Je vais parler du fonds d'urgence, puis je vais expliquer pourquoi, que c'est un élément essentiel à nos finances personnelles. Si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute. C'est ce dont on parle aujourd'hui, le fonds d'urgence. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc aujourd'hui, OK, on va parler plus de défensive. Vous savez, tu sais, je fais parfois des épisodes où est-ce qu'on parle de stratégie fiscale, d'investissement, de comment aller plus vite vers l'indépendance financière. On va parler de manœuvre Smith. Et parfois, on va parler plus de défense. On va parler d'un plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. On va parler de paix financière, d'épargne, d'espace financier. Là, aujourd'hui, on va parler du fonds d'urgence. OK? C'est un élément qu'on entend souvent parler, puis souvent, on a l'impression que ça s'applique peut-être pas à nous, c'est pour d'autres, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont besoin d'un fonds d'urgence. Mais selon moi, toute stratégie financière, plan financier, aurait avantage à inclure un fonds d'urgence dans la stratégie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, je fais le parallèle aussi avec le livre Se libérer d'être fauché. On est rendu au chapitre 14. Le chapitre 14 parle du fonds d'urgence. Donc, dans le fond, le contenu aujourd'hui de l'émission, on va parler de ce qu'il y a dans le chapitre 14 du livre Breaking Free from Broke de George Kamel, Se libérer d'être fauché. Puis, on va regarder en détail comment on pourrait procéder si on voulait avoir un fonds d'urgence, puis comment que ça va nous aider, ça, à justement accumuler notre 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en valeur nette pour atteindre l'indépendance financière. Je vous avoue moi-même que le fonds d'urgence, ça n'a pas toujours été une priorité lorsque j'ai commencé, quand j'étais dans ma vingtaine. Moi non plus, comme beaucoup d'entre vous sûrement, je ne portais pas beaucoup d'attention à ça. Puis lorsqu'on a un emploi très stable et puis qu'il n'y a pas d'urgence qui surviennent, peut-être qu'on ne voit pas trop la nécessité. On se dit, ah, j'ai des investissements, ah, j'ai déjà de l'argent de côté d'investi. J'aime mieux le placer pour justement faire plus de rendement que d'avoir un montant qui dort. Par contre, il y a quelques petits problèmes avec ça. OK? On va regarder maintenant. Aujourd'hui, j'ai absolument un fonds d'urgence et puis ça m'aide beaucoup dans les décisions financières que je prends. Ça m'aide à aller prendre plus de risques même avec mes décisions financières pour peut-être faire plus. Donc, tu sais, on parle souvent de défensive versus l'attaque. Parfois, il y en a qui vont dire la meilleure défensive, c'est l'attaque. Mais je pense qu'en finance personnelle, avoir une bonne défensive, une bonne base, ça nous permet d'attaquer encore plus fort. Je ferais peut-être l'analogie d'un bouclier. OK? Le fonds d'urgence, pour moi, c'est comme un bouclier. Ça va réussir à parer les attaques, les choses qui peuvent nous arriver, les imprévus. On peut foncer tête première sans bouclier, puis peut-être aller un peu plus vite. Par contre, on n'est pas à l'abri de se faire donner un coup puis de tomber par terre. Tandis que si on a le bouclier, on va être mieux protégé. Puis peut-être qu'avec un bouclier, ça va nous donner le courage d'aller de l'avant puis d'aller à l'attaque. Hein? Si on n'a pas le bouclier, peut-être qu'on va rester, on va faire du surplace. Donc, c'est un peu l'analogie que je fais. Le fonds d'urgence, c'est comme notre bouclier. Ça nous permet d'attaquer encore plus fort. Je commence tout de suite avec le contenu du chapitre 14 de Se libérer d'être fauché. Pourquoi qu'un fonds d'urgence, c'est essentiel? Okay? Un fonds d'urgence, ça transforme une crise en simple inconvénient.
OK? Sans ce coussin-là, chaque imprévu devient un événement stressant, coûteux et souvent endettant. La carte de crédit, la marge de crédit, ce n'est pas un fonds d'urgence parce que ça va faire, notre situation va empirer si jamais il y a une urgence et qu'on doit aller emprunter le montant. En plus, il va y avoir de l'intérêt. On va devoir rembourser ça. On ne veut pas se mettre dans cette situation-là. L'erreur à éviter, c'est de penser que ça ne nous arrivera jamais. C'est de penser que le fonds d'urgence, c'est juste de l'argent qui dort, qui perd de la valeur. Eh bien non. Sans ce fameux fonds d'urgence-là, on n'est pas à l'abri d'un événement qui va être stressant. Hein? Ce qu'on veut, c'est nous se concentrer sur faire notre vie, profiter de la vie, oui, travailler, puis avoir des belles relations avec notre famille. Puis on veut éviter les urgences, les moments stressants, les ennuis. Puis, des urgences, il va toujours y en avoir, mais lorsqu'on a le fonds d'urgence, bien, ça devient simplement un événement qui est anodin. Bon, OK, on avait le fonds d'urgence, on paye la dépense, puis on passe à d'autres choses, puis on peut continuer à se concentrer sur ce qui est vraiment important au lieu de devoir passer plus de temps mental à régler les urgences. OK? Et donc là, en pratique, là, on parle dans les grandes lignes pourquoi que oui, il faut avoir un fonds d'urgence puis pourquoi que c'est une bonne chose. Maintenant, en pratique, là, ça veut dire quoi ça? Combien faut-il épargner pour notre fonds d'urgence? Bien, George Kamel, dans le livre, nous amène des montants, des règles du pouce, si on veut, sur comment avoir notre fonds d'urgence. On va commencer par un fonds d'urgence de 1 000 $. Okay? Lorsqu'on suit les étapes de Dave Ramsey, les baby steps 1 à 7, l'étape 1, c'est d'accumuler un mini fonds d'urgence, okay, de 1 000 $. Ça, c'est lorsqu'on a des dettes. Tu sais, parce que si on a de la dette de consommation, on enlève l'hypothèque pour notre maison. Okay? Ça, c'est une dette qui est à part. Toutes les dettes de carte de crédit, prêt voiture. Bon, si on a des dettes, à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'aura pas tendance à avoir un fonds d'urgence parce que c'est pas logique d'avoir des dettes pour la consommation et d'avoir aussi un fonds d'urgence à côté. OK? Donc, normalement, quelqu'un qui a des dettes n'aura pas de fonds d'urgence. Dans le plan, en 7 étapes, on va vouloir se libérer de l'endettement. La première étape, avant même de commencer à attaquer les dettes, on va se faire un mini fonds d'urgence de 1 000 $. Ça va servir vraiment à éviter que chaque petite urgence, on doive retourner sur la carte de crédit pour le payer. Donc, en termes de combien faut-il épargner, bien, au départ, on peut se faire un mini fonds d'urgence de 1 000 $. Une fois qu'on a remboursé les dettes à l'étape 2, ça c'est la méthode boule de neige, l'étape baby step numéro 2, on rembourse tout ça. Ensuite, à l'étape 3, là, on va se faire notre vrai fonds d'urgence. OK? Puis là, le barème, qu'est-ce qu'on doit mettre? Combien qu'on doit mettre dans ce fonds d'urgence-là? Eh bien, c'est de 3 à 6 mois de dépenses. Puis là, pourquoi 3? Pourquoi d'un fois 3, d'un fois 6? Bien là, ce qu'on nous dit dans le livre, c'est que si on a un revenu stable, on est en couple, on a les deux des emplois salariés stables, la même paye rentre à chaque 2 semaines dans notre compte de banque, supposé qu'on n'a pas d'enfants, on peut y aller plus vers le 3 mois parce que là, les risques sont faibles d'y avoir une urgence. Et si au contraire, on est travailleur autonome, si on est parent monoparental, si on est une famille avec un seul revenu au lieu de 2, si on a quelqu'un dans la famille qui a des problèmes de santé puis que ça entraîne souvent des coûts qui peuvent arriver imprévus, bien peut-être à ce moment-là, on est mieux d'y aller vers le 6 mois de dépenses, OK, dans notre fonds d'urgence. Puis là, c'est quoi les dépenses qu'on met quand on dit 3 mois, 6 mois de dépenses? Bien, c'est pas toutes les dépenses, c'est seulement les dépenses essentielles. Parce que lorsque va y avoir une urgence, on va se mettre en mode urgence. On n'ira plus dépenser. Si on perd notre emploi, par exemple, on ne va pas continuer à faire comme si de rien n'était, aller en vacances, aller au restaurant. Peut-être que si on perd notre emploi, ben, on va à ce moment-là ajuster nos dépenses. On va revenir à l'essentiel. On veut être capable de se loger, se nourrir, de se réchauffer, puis on va y aller avec les besoins essentiels jusqu'à temps que la tempête passe. Donc, ce qu'on va mettre dans le fonds d'urgence, OK, quand on dit 3 mois ou 6 mois de dépenses, c'est les dépenses essentielles, OK? Ce qui nous permet de continuer, ce qui nous donne une période de temps pour trouver une solution à notre urgence.
OK? L'erreur à éviter ici, c'est de calculer à partir de notre train de vie normal avec tous les abonnements, les restos, les loisirs. On va, en cas d'urgence, y aller plus avec un budget minimaliste. Ensuite, George Kamel, dans le livre, nous donne un petit peu d'indications sur, oui, comment placer cet argent-là, où mettre ce fameux fonds d'urgence-là. L'important, OK, ce qu'on nous dit, c'est que le fonds d'urgence doit être liquide, doit être sécurisé. OK? Ça ne doit pas être dans un investissement, c'est une assurance. OK? Donc, l'argent doit être liquide, doit être proche. Il ne doit pas pouvoir baisser en valeur. Tu sais, si on l'investit dans les actions, puis que le jour où on a besoin de notre fonds d'urgence, il a diminué de moitié, ben ça marche, ça ne fonctionne pas. OK, donc, on va, mettre ça peut-être dans un compte épargne relié à notre compte chèque, hein, pas loin. Le problème avec ça, c'est que ça ne fait pas beaucoup d'intérêt. Je vous entends, OK? Puis c'est la même chose pour moi, mon fonds d'urgence, ce n'est pas mon endroit préféré. On peut le mettre aussi dans un compte épargne à intérêt élevé, OK? Dans une banque en ligne. Donc ça, c'est un peu mieux. Ça va faire quelques pourcentages de plus pour notre épargne. On pourrait aussi décider de le mettre dans un compte marché monétaire, OK? Puis aller un petit peu plus fancy. L'important, c'est qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps pour que l'argent revienne lorsqu'on va en avoir besoin. On ne va pas le mettre dans un CPG, là, OK? Un CPG, c'est bloqué, là. On a une date d'échéance, puis on ne pourra pas toucher jusqu'à temps que le CPG arrive à échéance. On ne veut pas le mettre dans des actions non plus. On ne veut pas le mettre dans notre REER, OK? Impossible, parce que tu ne peux pas sortir du REER sans avoir une incidence fiscale. On pourrait vouloir le mettre si on a de l'espace dans notre CELI. OK, temporairement, jusqu'à temps qu'on remplisse notre CELI, parce que notre CELI, idéalement, on voudrait placer de l'argent à long terme là-dedans. Mais si on a l'espace, ben, on peut mettre notre fonds d'urgence temporairement jusqu'à temps qu'on ait les fonds pour remplir notre CELI pour le long terme. OK, ça pourrait être une solution. Moi, je l'ai utilisé, ça. On pourrait, à la limite, un peu comme moi j'ai déjà fait, mettre ça dans des FNB, cash.to, où est-ce qu'en arrière, c'est comme des comptes épargne qui rapportent un intérêt un petit peu plus élevé que les comptes épargne dans les grandes banques. OK? Donc, il y a des solutions comme ça qui peuvent être faites. Tant que c'est liquide, qu'on y a accès, que ça ne prend pas trop de temps de ramener les fonds lorsqu'il y a une urgence, c'est correct. OK? L'erreur à éviter, c'est le placer dans un véhicule qui est non accessible rapidement ou à risque de perte. OK? On n'est pas là pour performer, là. C'est pas là pour être excitant, un fonds d'urgence. C'est là pour nous protéger. C'est là pour nous rassurer. Puis, après ça, avec les autres fonds qu'on va avoir, là, on va être capable de passer à l'attaque. On va pouvoir aller investir, on va pouvoir aller prendre un peu plus de risques parce qu'on a notre sécurité, OK, en arrière qui nous rassure. Puis, en cas d'urgence, c'est là. Ensuite, dans le livre, ce qu'on nous dit, c'est quand et comment l'utiliser. C'est quoi une urgence? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une urgence? Eh bien, 3 critères. On va dire ce qui est une urgence, c'est quelque chose qui est imprévu, c'est quelque chose qui est nécessaire, puis c'est quelque chose qui est urgent. Donc, on va poser ces 3 questions-là. Est-ce que c'est imprévu? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est urgent? Si on répond oui à ces 3 questions-là, c'est que c'est une urgence. Puis là, ici, on donne des exemples. Exemple, votre enfant se casse le bras, ben c'est un imprévu, c'est nécessaire, c'est urgent, on doit absolument, s'il y a des dépenses liées à ça, sortir du fonds d'urgence. Okay? Là, c'est sûr qu'ici, c'est aux États-Unis, eux, les problèmes médicaux, ils doivent souvent payer. Ici, peut-être que pour un cas comme ça, il y a des chances que tout soit couvert par l'assurance maladie. Mais reste qu'il pourrait y avoir des dépenses connexes liées à une crise comme ça, un événement, une urgence comme ça. Ensuite, même chose, votre chien avale un jouet, puis il doit se faire opérer par le vétérinaire. Ben oui, là, c'est sûr que là, ça, c'est une urgence. Là. On ne peut pas attendre, c'est imprévu, puis c'est nécessaire. Là. On ne va pas laisser notre chien mourir, là, puis attendre. Des exemples qui ne sont pas des urgences. OK, une promotion sur un nouvel iPhone. Un nouvel iPhone, il est en promotion, là, je vais le sortir du fonds d'urgence, je vais acheter mon nouvel iPhone. Non, ça, c'est pas une urgence, parce que ton téléphone, il fonctionne encore. T'es mieux d'y aller avec de l'épargne à ce moment-là. On ne va pas l'épuiser dans le fonds d'urgence pour des situations comme ça. Même si, oui, peut-être que là, c'est urgent parce que c'est une promotion puis elle va expirer. Mais en réalité, c'est pas nécessaire. OK? Ça ne répond pas à la deuxième question. Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas absolument nécessaire. On a déjà un téléphone qui fonctionne, donc ça, c'est pas une urgence.
Le lave-vaisselle brise. OK, peut-être celui-là, il est ambigu. Le lave-vaisselle brise. Ben, techniquement, on pourrait faire la vaisselle à la main, peut-être pendant quelques semaines, le temps de ramasser l'argent, puis de payer la réparation. Tu sais, on va essayer, OK, dans le meilleur des cas, d'utiliser notre argent, de notre travail, de notre épargne. On va essayer de le payer avec nos liquidités. OK? Idéalement, ce genre d'urgence-là, quand ça peut attendre, exemple, on peut pendant quelques semaines faire la vaisselle à la main, puis on va survivre, là, ça va être correct. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller chercher dans le fonds d'urgence. Mais ça vous donne une idée, OK, de ce qui est dit dans le livre, qu'est-ce qui est considéré comme une urgence ou non. L'erreur à éviter, utiliser le fonds d'urgence pour nos cadeaux de Noël, pour acheter un nouveau divan, pour un voyage, OK? C'est pas un fonds de projet ou un coussin de confort, c'est un parapluie pour les grosses tempêtes. Dernière chose, peut-être que le livre nous aide sur justement comment gérer notre fonds d'urgence, c'est combien de temps que ça devrait prendre pour accumuler notre fonds d'urgence. Faut-tu prendre 2-3 ans d'épargne pour accumuler notre fonds d'urgence? La réponse, c'est non. OK? En termes de timeline, en termes de ligne de temps, lorsqu'on parle des étapes 1, 2 et 3 des baby steps de Dave Ramsey, là, accumuler le premier 1 000 $, étape numéro 1, devrait prendre pas plus qu'un mois. OK? Normalement, là, on devrait être capable en un mois de mettre ce 1 000 $-là de côté. Ensuite, puis là, évidemment, ici, c'est parce que l'équipe de Dave Ramsey, OK, ça fait 30-35 ans, eux, qui font leur émission de radio, ils ont leurs recettes, puis ils ont parlé à beaucoup de gens, puis c'est les chiffres selon leur expérience d'une trentaine d'années, les gens qui ont suivi leur plan. Puis l'équipe à Dave Ramsey a aidé des milliers, voire des millions de gens à devenir financièrement indépendants, à devenir millionnaires. Je pense qu'ils ont une recette ici qui fonctionne très bien. Donc ici, évidemment, là, chacun, les finances personnelles, c'est personnel. On fait bien ce qu'on veut. On peut bien prendre un fonds d'urgence ou pas. Là, ici, on donne des guidelines. On donne une idée grossière de ce qu'on pourrait mettre comme temps pour accumuler justement ces fonds d'urgence-là. Le premier fonds d'urgence de 1 000 $, c'est un mois. Ensuite, pour rembourser toutes nos dettes, OK, à l'étape 2, entre 12 et 18 mois, limite 24 mois, OK, pour se libérer de l'endettement. Normalement, c'est un plan qui ne devrait pas dépasser ça, OK, ou moins. Peut-être 6 mois, mais on ne devrait pas passer plus que 2 ans là, à serrer la ceinture, sinon ça ne fonctionne pas. Là. Notre plan n'est pas tout à fait au point. Là. Ensuite, 3, le fonds d'urgence complet, parce qu'à l'étape 3, on va, oui, là, faire notre fonds d'urgence de 3-6 mois de dépenses. Ça, on devrait prendre de 6 à 12 mois pour le remplir comme il faut. OK? Si votre plan, c'est de remplir votre fonds d'urgence puis que ça prend 2 ans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne va pas assez vite, peut-être qu'on doit revérifier nos chiffres puis essayer d'aller un petit peu plus vite pour remplir notre fonds d'urgence. Donc, grosso modo, là, c'est 2 ans. Les étapes 1, 2 et 3 de Dave Ramsey, les baby steps, c'est 2 ans maximum. Là, 2-3 ans. Donc, au final, le fonds d'urgence, OK, je vous encourage à le faire. Moi, j'en avais pas quand j'ai commencé. Et puis là, maintenant que je ne suis plus salarié puis que je suis travailleur autonome, le fonds d'urgence, moi, c'est ce qui me permet justement de prendre des risques, de peut-être de faire une dépense de plus pour investir dans ma formation, pour essayer de développer mon entreprise. Mais j'ai un fonds d'urgence là, dans mon entreprise. J'en ai un même au personnel, quelques mois de dépenses. Puis dans l'entreprise, j'ai même un bon 6 mois de revenus, en fait, que mon entreprise va me donner en salaire. J'ai ça d'accumuler, puis ça me permet d'aller de l'avant. Ça me rassure, puis ça me permet de prendre quelques risques. Puis je sais maintenant que s'il y a quelques mois où est-ce que peut-être là, il y a moins de revenus dans mon entreprise qui rentrent, ben j'ai un buffer, OK? Ça me permet d'aller de l'avant, ça me permet de prendre des risques. Puis au niveau des finances personnelles, c'est la même chose. On va passer moins de temps à se soucier des urgences, puis on va pouvoir passer plus de temps à réfléchir et devenir riche. OK? C'est ça l'idée. On veut se mettre dans une situation où est-ce qu'on a la paix financière pour pouvoir ensuite se développer personnellement, puis développer nos aptitudes,
professionnel, notre expertise dans notre domaine, puis passer un petit peu de temps à gérer, à être bon avec nos finances personnelles. Évidemment, le fonds d'urgence nous aide dans toutes ces facettes-là. Mais en même temps, je vous comprends. Je vous comprends si le fonds d'urgence, ça vous attire pas, puis vous en avez pas, puis vous pensez que vous n'en avez pas de besoin, parce que c'était aussi comme ça que je voyais ça il y a plusieurs années. Okay, maintenant, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus. Donc, si vous n'avez pas encore de fonds d'urgence, bien, je vous encourage évidemment à commencer à y réfléchir puis en mettre un en place. Ouvrir un compte épargne, automatiser des virements, faire des choses comme ça. Vous pouvez, si vous n'êtes pas certain comment l'appliquer à votre situation, vous aimeriez me parler pendant 15-20 minutes, allez prendre rendez-vous dans mon calendrier. Là, on peut se parler, un appel initial. Puis, si vous avez des questions par rapport au fonds d'urgence, ça va me faire plaisir. Je vais vous dire ce que je ferais si j'étais à votre place par rapport au fonds d'urgence. Il y a mon guide en 5 étapes aussi que vous pouvez aller voir sur mon site web, frédériclacharité.com/5 étapes, OK, où est-ce que là, j'ai vraiment mon plan en 5 étapes détaillé. Le fonds d'urgence, il est quelque part là-dedans. Et puis, évidemment, lorsque va venir le temps d'acheter votre propriété, refinancer votre propriété, faire des stratégies fiscales avec votre hypothèque, je vais être là pour vous aider. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi pour faire ça. Puis, par la bande, on peut parler de fonds d'urgence. Puis, si vous en avez un en passant, clairement, votre situation financière est en bonne position pour faire votre projet, soit d'achat ou de refinancement, d'investissement Manœuvre Smith, parce que si on a un fonds d'urgence, ça veut dire techniquement qu'on n'a pas de dette. Ça veut dire qu'on est solide, on a la paix financière et puis on peut aller prendre un petit peu plus de risques puis aller faire des manœuvres avancées, des optimisations dans nos finances personnelles. Donc, ça l'ouvre la porte. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui toute l'information sur le fonds d'urgence. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!